Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence annuelle d'OPCO. Vous pouvez prendre place dans la salle. Merci à vous d'être là aujourd'hui et je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous suivent cette année en distanciel. Alors vous connaissez ce rendez-vous. Ce matin, nous allons passer en revue les grandes actions et les réalisations qui ont été menées en 2024 avec les principaux responsables d'OPCO EP qui vont vous parler directement. Cet après-midi, de la réflexion et de la prospective, nous vous dévoilerons le grand baromètre BVA commandé par OPCO EP. Et avec des spécialistes, nous analyserons les grandes transitions qui nous concernent tous, la démographie, l'écologie et le numérique. Tout au long de cette conférence annuelle, vous pourrez poser vos questions. Il suffit de flasher ce QR code ici. Je poserai vos questions à nos intervenants. Alors ça fonctionne pour tout le monde, vous ici et vous aussi en distanciel. Vous pouvez bien sûr poser vos questions. Il faut flasher donc ce QR code et vous avez aussi pour le Wi-Fi. Alors c'est CF Georges V et si vous voulez tout savoir, le mot de passe, Georges V en majuscule 2017. Voilà pour les infos pratiques. Eh bien, on va pouvoir ouvrir officiellement cette 6e conférence annuelle. Je vous demande d'accueillir Céline Schwebel, la présidente d'OPCO EP. Sous vos applaudissements. Bonjour, bienvenue. Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau lieu, puisque nous en avons expérimenté quelques autres dans la capitale. Là, nous sommes dans une des belles avenues du quartier. J'espère que vous avez le portefeuille adéquat. Il y a quelques commerçants alentours qui n'attendent que vous. Vous nous conseillez des belles boutiques. J'ai tenté de saluer les uns et les autres individuellement. Je suis sûre de ne pas y être parvenue. Donc, ceux que je n'aurais pas eu l'occasion de voir, je vous salue tout à fait individuellement, même si c'est derrière un pupitre et derrière 2 micros. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs les représentants des commissaires paritaires nationales emploi-formation professionnelle, mesdames et messieurs les représentants des sections paritaires professionnelles, mesdames et messieurs les représentants des commissions paritaires régionales, mesdames et messieurs, que vous soyez présents dans cette salle ou à distance, je vous remercie chaleureusement de votre présence. La conférence annuelle de l'OPCO EP constitue un rendez-vous statutaire important dans la vie de notre organisation. Vous aurez remarqué que cette année, le format de notre rencontre est nouveau. Gila nous en a présenté les axes. En effet, au regard du contexte économique incertain, illustré par des recommandations pressantes de nos tutelles et dans un esprit de responsabilité, le conseil d'administration a choisi d'adopter un format hybride, réservant le présentiel aux membres du conseil d'administration, aux présidences des commissions paritaires, des CPNEFP, des SPP et des CPR. La modalité adoptée cette année permet d'accueillir à distance l'ensemble des membres des CPNEFP, des SPP et des CPR. Une autre initiative dans le déroulé de cette conférence, vous pourrez poser des questions et ainsi nous espérons faire de ce moment un moment collectif, vivant et pleinement inclusif. Le format est peut-être nouveau, mais il reste propice à la séquence rituelle qui constitue à adresser sincèrement mes remerciements à l'ensemble de tous les acteurs qui font de l'OPCO un moteur, un accélérateur de la montée en compétences pour tous ses bénéficiaires. Merci aux membres du conseil d'administration. Vous avez su avec détermination qualifier et faire évoluer les orientations stratégiques de l'OPCO EP en 2024 afin d'accompagner les bénéficiaires dans le respect des missions confiées par nos tutelles et plus intrinsèquement pour proposer les meilleures clés qui soient afin que nos bénéficiaires puissent se construire un avenir professionnel, être en capacité de se réorienter en fonction des opportunités, en fonction de réponses à des exigences, qu'elles soient économiques, technologiques, politiques ou sociales. Merci aux membres des commissions paritaires nationales emploi et formation professionnelle. Au travers de vos objectifs stratégiques, de vos orientations générales, vous assurez le lien entre l'écosystème de la formation professionnelle et le marché du travail. Vous veillez à ce que les dispositifs de formation soient adaptés aux évolutions des métiers et aux besoins des entreprises. Vous définissez les besoins en compétences, les priorités de formation et leur financement, en créant et en faisant évoluer les certifications, en particulier au travers d'études prospectives. Merci aux membres des sections paritaires professionnelles
Vous portez la voix de votre branche au sein de l'OPCO-EP. Vous assurez la mise en œuvre opérationnelle des orientations stratégiques. Vous pilotez concrètement les branches en fonction des priorités et des orientations de ces dernières, en orientant les financements. Merci aux membres des commissions paritaires régionales. Dans l'Hexagone et en Outre-mer, vous œuvrez sans relâche pour identifier dans les régions, dans les territoires, dans les bassins d'emploi, les situations auxquelles il est possible de proposer des solutions, qu'elles s'adressent aux alternants, aux salariés, aux entreprises, aux CFA, aux actifs en recherche d'emploi. Il me reste encore un remerciement à adresser, cette fois à l'ensemble des collaborateurs de l'OPCO-EP. Derrière chaque projet de formation, chaque alternant accompagné, chaque entreprise conseillée, chaque étude au titre de l'observation, de la certification, il y a l'engagement des collaborateurs, ceux qui sont en prise directe avec les administrateurs, les mandataires, les bénéficiaires, et ceux qui constituent le back-office et qui, par définition, sont invisibles. Ils assurent avec professionnalisme au quotidien nos missions, en permettant aux actifs de se construire un parcours professionnel par le renforcement ou l'acquisition des compétences. L'OPCO-EP, rappelons-le, est un OPCO interprofessionnel au sens de la loi de 2018. Dans ce cadre, l'OPCO-EP s'est vu rattacher les entreprises de plusieurs secteurs d'activité, l'artisanat, les commerces et les services de proximité, les professions libérales. Cet ensemble représente 54 branches professionnelles, ainsi que des entreprises non couvertes par des accords de branche, à savoir l'interprofession. Les orientations et décisions arrêtées par l'ECA le sont dans un esprit de concertation, avec une écoute des branches d'autant plus attentive que plus de 90% des administrateurs du CA représentent les branches professionnelles et que ces administrateurs sont également nombreux à siéger dans les CPNEFP et dans les SPP. Grâce à toutes ces composantes, l'OPCO-EP remplit une double mission et une noble mission, en œuvrant pour l'intérêt collectif, en facilitant l'accès à tous à la formation, notamment à destination des salariés des TTPE, des TPE et des PME, en incarnant le dialogue social et en favorisant la solidarité au travers de sa gouvernance paritaire, en préparant nos bénéficiaires aux grandes transitions économiques, technologiques, environnementales. Nous contribuons directement à l'employabilité et à la résilience, à la compétitivité de nos entreprises et à la cohésion sociale. Toute l'énergie dispensée par les acteurs que nous sommes va être mise à forte contribution durant les mois à venir. Un certain nombre de changements effectifs ou à venir laissent entrevoir que l'écosystème de la formation professionnelle serait à la ou à une croisée des chemins. L'expression est d'actualité car effectivement, nous ne savons pas encore quel chemin ou quelle voie nous serons tenus d'emprunter. Poursuivons avec fierté, enthousiasme et conviction les missions qui nous sont confiées et apprêtons-nous à relever collectivement les défis multidimensionnels qui se profilent. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente conférence annuelle. Merci Céline, je vous en prie, regagnez votre fauteuil. Eh bien, je vous demande d'accueillir maintenant Éric Freiburger, 3e vice-président d'OPCO-EP. Sous vos applaudissements. Bonjour, bienvenue, je vous en prie. Bonjour à tous. Certains sont peut-être surpris de me voir derrière cette tribune. Je vous prie d'excuser Aline Mougenot qui, au dernier moment, pour des raisons personnelles, n'a pas pu être avec nous. Alors, chers collègues, je voudrais tout d'abord vous remercier, vous tous qui êtes dans cette salle ou à distance, pour votre temps, pour votre énergie et votre présence au sein du conseil d'administration, dans les territoires, au sein des sections paritaires professionnelles et des CPE-NFP. Vos idées, propositions et actions sont indispensables, car vous reflétez la diversité des métiers et des territoires couverts par l'OPCO-EP. Je souhaite également remercier tous les salariés de l'OPCO-EP. C'est grâce à vous tous que l'OPCO fonctionne, finance des contrats d'alternance et des formations, observe l'évolution des métiers et accompagne les certifications. Certains métiers sont plus ingrats que d'autres. Il faut assurer les réponses au travers du call center, rencontrer les entreprises, gérer les dossiers, mais aussi avoir des locaux propres et fonctionnels et des outils informatiques performants. Donc merci à vous tous qui, chaque jour, accompagnez les entreprises dans leurs démarches, leurs projets de formation et de transition. Ce service, souvent discret,
est essentielle. Chaque jour, votre dynamique humaine, notre intelligence collective, permet d'adapter les réponses d'OPCO-EP aux réalités du terrain et à un environnement technique, administratif et financier qui change vite. Ce matin, nous aurons la présentation par la commission financière des comptes et des volumes financiers gérés par l'OPCO, puis la présentation des actions engagées pour l'alternance par la commission apprentissage, la COMAP, les réalisations en termes d'observation et de certification par la commission certification, et enfin, un coup de projecteur sur 3 projets régionaux. Un thème me tient particulièrement à cœur, la jeunesse et l'avenir. Nous avons une responsabilité envers les jeunes générations. Nous devons leur donner envie d'exercer des métiers porteurs de sens et leur permettant de gagner leur vie. Notre soutien au WorldSkills célèbre l'excellence des métiers. Le hub de l'alternance et toutes nos actions facilitent les parcours, accompagnent les entreprises et permettent de former des maîtres d'apprentissage. C'est une manière concrète de préparer l'avenir et de donner à chacun les moyens de réussir. Bonne journée aujourd'hui. Merci. Merci à tous les deux pour ces mots d'ouverture. Alors nous allons entamer ensemble cette première séquence consacrée au bilan de l'année 2024. Le public, n'hésitez pas à poser vos questions directement à la présidente et au troisième vice-président. On a prévu d'y répondre dans quelques minutes. Il suffit de flasher votre QR code que vous avez un peu partout. Alors, avant d'entrer quand même dans le vif du sujet, j'aurais quand même une question pour vous. On a un contexte politique, on va dire, incertain. On ne va pas aller plus loin. Quels impacts cela aura-t-il, selon vous, sur le fonctionnement et sur la qualité de service d'OPCO-EP ? Alors, ma réponse est attendue. Aujourd'hui, nous ne sommes pas disposés à lever la qualité des services que nous offrons à l'ensemble de nos bénéficiaires. C'est notre mission. Nous nous sommes tous engagés pour l'ensemble des personnes qui sont là dans ces mandats. Donc, c'est un objectif que nous allons maintenir. Maintenant, effectivement, le contexte, alors je ne parlerai pas du contexte national puisque ce n'est pas le lieu, mais le contexte national fait quand même que nous sommes dans une incertitude, voire des incertitudes concernant un certain nombre de sujets. On l'évoquera peut-être aujourd'hui à plusieurs reprises, mais on ne pourra que l'évoquer. Il y a la commission, la COM 26-28, qu'il nous faut remplir d'ici la fin de l'année. Aujourd'hui, nous n'avons pas été destinataires du cadre dans lequel nous devions travailler. Bien, on connaît les cadres précédents, mais là, on imagine bien qu'il va y avoir des changements, donc il faut qu'on s'y adapte, puisqu'on n'aura pas trop le choix. Une incertitude. Alors, par rapport à un sujet très technique qui est la TVA, alors peut-être que c'est un sujet dont l'assistance aujourd'hui réunie en présentiel ou à distance ne connaît pas, mais nous étions tenus il y a quelques semaines de nous mettre en adéquation avec une directive européenne, puisque nous bénéficions d'une dérogation au titre de la formation professionnelle depuis des années, et maintenant, faut qu'on se mette en conformité. C'est un gros sujet. On n'a pas les réponses. Quand je dis on, c'est l'ensemble des OPCO. Oui. Nous n'avons pas les réponses à toutes ces questions. C'est une incertitude. Comment va être en capacité de faire dans des délais que nous ne connaissons pas aujourd'hui? On a une date qui est la 1er janvier 2026, mais sera-t-elle confirmée? Sera-t-elle infirmée? Nous nous sommes aussi collectivement positionnés auprès de nos tutelles pour dire que 1er janvier 2026, c'était courir un risque. Incertitude aussi par rapport, vous le savez aussi, à une mission de l'IGAS qui a été menée dans tous les OPCO. Alors, ce n'est pas tant les rapports de chacun des OPCO qui nous mettent dans une incertitude, mais c'était la lettre de mission qui avait été adressée à l'IGAS pour savoir au niveau de l'ensemble des OPCO s'il y avait des sujets qui pouvaient être traités différemment. On attend de savoir peut-être si le ou la ministre en charge de la formation se saisira de ce rapport. Ouais. Et puis, une dernière incertitude, mais alors c'est même pas une incertitude, mais c'est carrément un souci, c'est que les niveaux de prise en charge, qui ont déjà été révisés à plusieurs reprises, vont connaître de nouveaux modalités de révision opérationnelles pour 2026, et c'est un sujet aussi. Éric Frey-Burger, même question, votre regard sur ces incertitudes? Alors les incertitudes, il y en a déjà eu les années passées, oui, voire des choses assez brutales. Quand on parle de l'évolution de la dotation du PDC moins de 50, on a quand même des choses qui ont été très très variables. Alors aujourd'hui, on a des choses dont on est sûr. Typiquement, pour cette fin d'année 2025, on aura un écrêtage des fonds propres. Écrêtage des fonds propres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il nous reste du pognon, il retournera à France Compétences sur le PDC moins de 50. D'où le fait que, en début d'année, on nous a dit de surtout pas dépenser. Enfin,
les ministères nous ont dit soyez prudents. Et puis maintenant, voilà, quelque part, il faut dépenser ce que l'on... Il vaut mieux dépenser maintenant. Ouais. Bon, d'accord. Et puis la deuxième chose, en fait, dans l'instabilité, elle est de plus en plus existante, permanente. On est percuté par des transformations de la société et par des transformations économiques. L'OPCO est plutôt un pôle de stabilité, parce qu'il va falloir continuer à former, c'est nécessaire. Il va falloir continuer à aider les entreprises. Donc, quelque part, dans toute l'incertitude ambiante, on est peut-être un pôle de stabilité, mais un pôle de stabilité qui va devoir s'adapter à des circonstances nouvelles. Eh bien, merci pour ce message. Alors, je vous propose maintenant de découvrir en vidéo les missions et l'action d'OPCO EP. Chaque jour, partout en France, des femmes et des hommes font vivre les compétences. Ils apprennent, transmettent, s'adaptent, évoluent. Chez OPCO EP, nous sommes à leur côté. Chaque année, nous accompagnons plus de 440 000 entreprises issues de 54 branches professionnelles et de l'interprofession, dans les champs de l'artisanat, des professions libérales et des services de proximité. Nous finançons la formation de plus de 600 000 personnes, dont environ 200 000 en contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Nous soutenons la montée en compétences et agissons concrètement pour la sécurisation des parcours. Et notre efficacité se traduit dans nos résultats. Près de 70% des contrats d'apprentissage sont gérés, signés et validés en moins de 24 heures. Près de la moitié des dossiers d'action individuelle de formation sont traités en moins de 2 jours. Chez OPCO EP, agir pour les compétences, c'est répondre aux besoins des dirigeants de TPE-PME et de leurs salariés, en alliant présence humaine et solutions digitales. Avec 95 implantations en métropole et en outre-mer, un conseiller est toujours à moins de 2 heures de chaque entreprise. Notre centre d'appel est disponible de 5h à 23h et nos plateformes en ligne facilitent chaque étape de la formation et de la gestion des compétences. Chez OPCO EP, agir pour les compétences, c'est aussi anticiper les mutations du monde du travail. Nous menons chaque année des milliers de diagnostics sur les grandes transitions. Écologique, numérique, démographique. Nous accompagnons les branches professionnelles dans la création de nouvelles certifications et produisons des études pour éclairer les besoins émergents et les métiers de demain. OPCO EP, c'est un partenaire de terrain aux côtés des branches professionnelles, des entreprises de proximité, des salariés et de la jeunesse. Eh bien, vous pouvez vous applaudir parce qu'il y a du boulot. Cette vidéo pose bien le décor, elle illustre l'ampleur des activités d'OPCO EP, la diversité aussi des bénéficiaires, ce sont des entrepreneurs, des salariés, des apprentis. On voit l'étendue du périmètre d'intervention dans les branches. Alors, si on zoome sur l'année 2024, Céline, quels sont pour vous les grands temps forts de l'année ? Alors, il a fallu choisir. Et oui. Donc, en ce qui me concerne, il y a eu un premier temps fort qui était au niveau des orientations stratégiques de l'OPCO EP, qui avait déjà été qualifié par une précédente présidence. Comme nous l'en constatons, il y a une adaptation à laquelle il faut répondre. Et tout ce qui vient d'être évoqué en partie dans cette séquence vidéo, à savoir les transitions, qu'elles soient numériques, écologiques, démographiques, font partie de l'évolution qu'il nous faut affronter. Donc le conseil d'administration a validé fin 2023, mais officialisé début 2024, une 5e orientation stratégique qui voulait que nous nous engagions à promouvoir et sensibiliser l'ensemble des salariés, l'ensemble des branches, bien évidemment, sur ces thématiques-là. Et ça, c'est un élément important qui a vite trouvé une concrétisation, puisque nous avons été en capacité de travailler avec un EDEC national et des EDEC territoriaux pour justement promouvoir ces différentes thématiques et faire en sorte qu'il y ait une appropriation de l'ensemble des acteurs et puis derrière des départs en formation. Et le deuxième point saillant, eh bien pour moi, c'était un colloque qui a été organisé en 2024, bien évidemment, sur la mobilité internationale des apprentis. On a voulu faire en sorte
qui est une réponse au principe Erasmus que tout le monde connaît. Ouais. Et nous avons été, en organisant ce séminaire, ce colloque, avec des acteurs qui étaient prêts à partir. Alors les acteurs, on les trouve dans les CFA, il faut les trouver aussi dans les entreprises. Et on a été particulièrement satisfaits, enfin en ce qui me concerne, du déroulé de l'année 2024 au titre de ce colloque, parce qu'on a eu en réponse des décrets et des lois qui sont apparus pour faciliter justement le départ en formation ou en stage des jeunes apprentis vers des pays frontaliers. Et le premier accord qui a été signé, c'était avec l'Allemagne. Et l'international, c'est très important pour la formation et ensuite la vie professionnelle. Éric, une année dense également, j'imagine? Oui, alors je vais être assez bref. Je vais retenir 2 choses. Le hub de l'alternance, qui a été démarré en 2024 et puis qui cette année devrait avoir eu pour l'année pratiquement 2 millions de connexions. On n'est pas encore tout à fait, mais on n'est pas à la fin de l'année. Donc ça, c'est un outil destiné au terrain, aux utilisateurs, on va dire. Et puis un projet qui était plus un projet interne, qui est tout simplement la livraison du phare, du nouveau bâtiment qui a permis de regrouper un certain nombre d'implantations sur la région parisienne du côté de Nation. Donc voilà, c'est 2 éléments. Très important, là où on travaille. Alors, OPCOEP, c'est, je le disais, 54 branches, on va voir les chiffres, 442 700 entreprises, 2,5 millions de salariés. Quels autres chiffres méritent notre attention, Céline? Alors, je vais vous contrarier parce que ce ne sont pas les chiffres qui sont affichés là. Comment ça? Vous en avez d'autres? Il y a deux chiffres en particulier qui m'ont interpellé, des chiffres pour une part positifs. Ouais. Nous avons connu en 2024 un nombre de départs de stagiaires en formation en augmentation de 16%. C'est quand même très significatif. Bon, comme corollaire, ça veut dire que derrière, on a eu une mobilisation des fonds pour les financer. Donc ça, c'est ce qui est derrière le paravent, mais ce qui a permis justement à des salariés qui n'étaient pas partis, peut-être, mais à d'autres salariés de pouvoir bénéficier de formation, et 16%, c'est significatif. Et la deuxième chose, là, c'est une inquiétude, c'est que nous avons vu en 2024 les cofinancements baisser drastiquement. Et ça, c'est un sujet. Je le crains, j'espère me tromper, mais que ce ne soit reproductible dans les années à venir. On verra ce que nos tutelles décident de faire ou pas, mais ça, c'est vraiment un sujet. Je ne suis pas la seule à être inquiète. Je pense que les services qui sont en prise directe avec tous les projets, notamment territoriaux, non seulement partagent, mais me communiquent leur inquiétude. Éric, quels chiffres sont importants pour vous? Alors, un chiffre opérationnel qui est quand même important pour les entreprises, c'est que 2/3 des dossiers d'apprentissage sont traités en moins de 48 heures. Ça, c'est quelque chose, en termes de gestion opérationnelle et d'efficacité, remarquable. Donc, alors parfois, il peut y avoir un ralentissement, parce que quand l'État vous dit, dorénavant, il y a une participation obligatoire, et que ça se décrète du jour pour le lendemain, ça ralentit un tout petit peu pendant un petit moment. Mais ça, c'est un point, l'opérationnalité, la gestion efficace. Et la deuxième chose, c'est un peu pareil, c'est aussi pour les bénéficiaires. Un centre d'appel qui est ouvert de 5h le matin à 23h le soir, c'est quand même unique parmi les OPCO. Merci aux territoires d'outre-mer qui permettent cela, parce que ça permet aux entreprises, enfin aux patrons d'entreprises notamment, d'avoir des informations en dehors de leur gestion de leur commerce ou de leur activité. Voilà, donc ça, c'est 2 choses qui sont à retenir à mon avis. Alors, au-delà des chiffres, quels sont les projets marquants de l'année qui ont un impact pour les entreprises, Céline? Alors, les 2 projets, alors ça va être peut-être une expression un peu barbare. Nous avons fini par pouvoir définir un catalogue de formation collective, oui, qui va être accessible à toutes les régions, pour faciliter finalement le départ en formation quand un entrepreneur d'une petite ou d'une moyenne entreprise se trouve à devoir chercher une formation pour améliorer les compétences de son salarié ou le faire monter en compétences. Ça demande du temps, ça demande, je dirais, de l'investissement. Avec ce catalogue, eh bien, il va être mis en œuvre, je pense qu'il va être opérationnel d'ici quelques, on va dire, jours, même si c'est l'espace de 2-3 semaines. Et là, on escompte beaucoup, justement, que ça va être un élément qui va continuer de dynamiser le départ en formation. Voilà, on a eu du mal à arriver, nous y sommes parvenus. Sur 2025, nous avons les financements. Donc on espère que ça va catapulter les départs en formation. Et la deuxième chose qui nous a... Alors là, je pense que c'est peut-être un sujet qu'on partagera avec Éric, c'est que les chefs de file sont allés
en déplacement à la rencontre de la CPR Guyane. Alors vous me direz, ok, c'est bien, vous auriez pu aller ailleurs, mais on était ravis d'aller en Guyane parce que nous avons trouvé un territoire différent, des besoins différents qu'on ne pouvait pas imaginer en restant dans l'Hexagone, parce que je crois que c'est l'expression consacrée, et ça nous a apporté beaucoup dans la mesure où il y a peut-être des dispositifs qui ont besoin d'être aussi aménagés en fonction des besoins. Et on a été... Bon, on continue de les remercier, ravis de leur accueil qui nous a été fait, et on leur assure qu'on a bien, on a été sensible à toutes ces différences et qu'on va faire en sorte de pouvoir y répondre au mieux, sachant que la CPR en place est là aussi pour ça. Et ce sera à notre tour de vous accueillir dans quelques minutes parce qu'il y aura des représentants de la Guyane ici sur scène. Eric, les projets 2024 qui vous ont marqué, il y en a un qui vous tient particulièrement à cœur? Oui, alors je vais juste faire un tout petit complément sur la Guyane. Oui. En fait, ça montre l'importance d'avoir des commissions paritaires régionales et un croisement entre les territoires et les métiers. Parce que ce qui marche ou ce qui peut marcher en France ne va pas marcher sur un territoire du fait de sa spécificité. Et ça, j'allais dire, on n'y a pas passé longtemps en Guyane, mais ça permet de prendre la température et de voir, de dire, ok, le prêt à l'emploi de chez nous, eh bien, il va falloir l'adapter un peu et faire un peu plus de sur-mesure pour que ce soit tout simplement efficace localement. Et puis le deuxième, mais j'en parlerai pas beaucoup parce que la Comap le fera, c'est WorldSkills. Et comme je crois qu'on est déjà un peu en dépassement, j'en dis pas plus. C'est vrai que WorldSkills, on va beaucoup en parler. D'autres réalisations et des perspectives aussi, Céline? Alors, nous sommes en septembre 2025, donc parler des perspectives 2025, c'est pour le trimestre qui vient devant nous. Il y a déjà des réalisations. Alors, on va reparler des territoires d'outre-mer. Vous avez peut-être tous en mémoire le cyclone Garance qui s'est abattu sur l'île de la Réunion. Et là, on a été en capacité très vite de dégager une enveloppe pour permettre aux entreprises et aux salariés de cette île de pouvoir, je dirais, dépasser la brutalité avec laquelle ils ont été, ils ont vécu ce cyclone. Et on est relativement satisfait parce qu'une bonne partie du budget à ce jour a été consommée et on escompte bien que la totalité des fonds qui leur étaient destinés puissent être judicieusement utilisés. Autre sujet important, je dirais le colloque. Je reparle du colloque, mais comme j'étais présente aux deux, je bénéficie de la connaissance que j'ai acquise pendant ces colloques. Elle a un colloque autour de la transition écologique et énergétique. Donc là aussi, l'objectif, c'était de voir comment on pouvait travailler. Alors on avait un certain nombre d'institutionnels ou d'experts qui étaient là, comment on pouvait travailler efficacement sur ce sujet. On a vu des expériences de petites entreprises très intéressantes et je pense que cet après-midi, on aura un autre éclairage peut-être sur cette dimension. C'est prévu. Et puis un dernier sujet, moins sexy, on va dire, c'est la prise en compte. Vous savez qu'en 2025, nous avons été destinataires du rapport de la Cour des comptes et que nous avons une mission IGAS. Et aujourd'hui, le conseil d'administration se saisit de ces deux rapports pour voir quels sont les éléments que nous partageons déjà ensemble et puis quels sont les plans d'action qu'on va pouvoir mettre en œuvre au vu des remarques ou de celles que le conseil d'administration aura identifiées pour aller de l'avant et pour toujours s'améliorer. Eric ? Oui, alors pour cette année, puisqu'on est en 2025 et qu'il reste encore un trimestre, il y a une chose qui me paraît importante et que vous y soyez pour ceux qui en font partie, c'est la convention des SPP. Donc c'est mi-octobre, c'est là où on échange et on va peut-être trouver collectivement des choses intéressantes pour avancer sur l'activité des branches et sur la façon de gérer le futur. Et puis un point qui est vraiment important et qui est nouveau, enfin en tout cas qui s'est beaucoup accru en 2025, c'est la fraude. On a de plus en plus de fraude, et puis c'est pas de la petite fraude, c'est de la fraude professionnelle, c'est-à-dire c'est organisé. Vous avez des fausses entreprises, des faux conseillers, des faux organismes de formation, des faux apprentis, et tout ça, ça ressemble vraiment à du vrai, hein, c'est du vrai Canada Dry. Hein. Donc ça suppose de mettre en place des outils et des moyens nouveaux pour essayer de limiter au maximum le sujet, sachant que nous n'avons pas de pouvoir de police, nous n'avons qu'un pouvoir entre guillemets souvent de prévention. Après, on peut
peut porter plainte, mais les délais sont très longs. Mais ça, c'est un vrai sujet et qui est devant nous, qui est en cours, mais qui va ne faire que s'accentuer, notamment avec le numérique. Effectivement, attention à la fraude. On va prendre des questions sur mon iPad, ma tablette magique. Ah ben, il y a une question sur les cofinancements, je pense que ça va être pour vous. Pourquoi y a-t-il une baisse des cofinancements, Céline ? Alors, le pourquoi, j'aurais peut-être du mal à vous le dire, mais je peux dire ce qu'on a constaté. Oui. Et là où ça nous a fait défaut, on a vu une grosse diminution des cofinancements nationaux, notamment pour tout ce qui était les projets d'inclusion. Alors, les POEC, je pense que beaucoup savent dans la salle ce que signifie POEC. Là, je crois qu'on a eu une diminution de plus de 50%. Pour le PIC IAE, c'est-à-dire l'insertion par l'activité économique, c'est pareil, on a eu une grosse diminution. Ce qui s'est maintenu, c'est quand même le cofinancement territoriaux, mais je dirais, voilà, c'est ce qui relevait du national, qui aujourd'hui est en forte diminution. Et enfin, je ne veux pas avoir l'impertinence de rappeler ce que c'est un cofinancement, mais ça veut dire que si on vous met 50 à disposition, en face, il faut mettre 50. Ouais. Donc, si on n'a plus les 50 qui nous sont proposés, ben, nous, au ProEP, quels que soient les moyens qu'on pourrait mobiliser, on ne peut plus les mettre en face. Et donc, ça réduit de fait, en particulier, les départs en formation. On va prendre une deuxième question. Est-il possible d'avoir des exemples d'actions concrètes menées sur la transition écologique ? Alors, là, moi, je ne suis pas compétent pour répondre parce que je ne suis pas, au sens opérationnel du terme, ce qui a été fait. Donc là, vous aurez des réponses probablement dans le cours de la journée. Je reviendrai juste sur les cofinancements. Et vous le savez tous, il n'y a plus de pognon globalement au niveau de l'État. Donc globalement, il dit tout ce que nous avions, on va essayer de le réduire. Je ne sais pas quel va être le prochain coup de rabot. Ce sur quoi on peut encore compter, c'est les financements européens. Par contre, ils sont chiants à mettre en place. Donc c'est long et difficile à structurer pour les petites entreprises. Donc voilà. Donc malheureusement, c'est des sujets qui ne dépendent pas de nous. On peut juste essayer de les accompagner au mieux. Vous voulez rajouter ? Oui, peut-être une ou deux illustrations en lien avec la transition écologique énergétique. Aujourd'hui, on voit que les entreprises qui se saisissent de cette problématique, c'est finalement pour faire des économies. Alors, des économies d'énergie, au sens de l'électricité. C'est aussi une problématique qui les oriente vers la gestion des déchets. Aujourd'hui, on voit bien que c'est dans la perspective d'une économie à réaliser pour l'entreprise plutôt que par une conviction. Mais peu importe. L'important, c'est de débuter et de voir derrière jusqu'où ça peut entraîner, je dirais, un mouvement de fond et un mouvement général. Alors, on a des questions sur la fraude. C'est vrai que c'était très étonnant ce que vous avez dit. Déjà, quelle solution pour enrayer la fraude ? Et je pense que c'est lié. Qu'en est-il de la mission de contrôle des CFA ? Alors, sur la fraude, il est clair qu'il faut mettre des dispositifs automatisés pour essayer de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand une entreprise prend 50 apprentis et qu'elle n'a qu'un mètre d'apprentissage, ça ne va pas. Alors, évidemment, c'est fait de manière intelligente, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'apprenti au même endroit, venant du même CFA, etc. Quand vous avez quelqu'un qui suit la création de nouvelles entreprises et puis qui, du coup, vous appelle, je suis une nouvelle entreprise, voici mon RIB, etc., j'ai besoin d'une formation pour mon salarié, l'entreprise existe parce qu'elle a été effectivement créée, sauf qu'il y a eu une usurpation d'identité. Donc, on est sur des sujets qui sont complexes. L'informatique va nous aider par des analyses statistiques et j'allais dire, il va falloir qu'on ait un vrai métier de lutte contre la fraude. Donc ça suppose de la professionnalisation en interne, ça suppose des outils et des routines informatiques, ça suppose de la vigilance et aussi parfois de la remontée de terrain de votre part, parce qu'il y a des choses peut-être que vous détectez localement, il ne faut pas hésiter à dire, tiens, là j'ai un truc qui me semble bizarre, voilà, vous devriez regarder d'un peu plus près. Et la mission de contrôle des CFA, plus spécifiquement ? La mission de contrôle des CFA, quelque part, ça en fait partie. Oui. La plupart des CFA, on va dire, sont des CFA honnêtes qui, bon, de temps en temps, ils peuvent faire une erreur, ça arrive. Par contre, on a y compris dans ce métier-là, des vrais voyous. Donc oui, il y a des échanges entre les différents OPCO, on se partage des informations, avec la DGEFP, on se partage des informations avec d'autres. Donc petit à petit, on peut arriver à faire des choses. Mais voilà, donc la mission de contrôle des CFA, oui, il faut la faire. Mais il ne faut pas qu'un CFA soit contrôlé par 5 OPCO 5 fois, quoi. Donc là aussi, il faut quand même qu'on se coordonne un peu. Eh bien, merci beaucoup d'avoir échangé avec ces questions-réponses. Et puis, si on veut en savoir plus sur l'année 2024, il y a le rapport annuel, très beau, qui est disponible pour tout le monde. Merci beaucoup, Céline Schwebel et Eric Freiburger. On vous retrouve bien sûr un peu plus tard dans la journée.
vous en prie.